Cette vidéo contient évidemment des spoilers sur la série Arcane jusqu'à l'acte 2 de la saison 2 et à la fin de la vidéo on parlera aussi un petit peu des teasers de l'acte 3. Vous êtes prévenus. Et aussi, alors je suis désolé, il y aura pas énormément de montage, en vrai à peu près autant que dans la vidéo précédente, mais ça reste pas beaucoup, parce que depuis la saison 2 d'Arcane, je suis en flux tendu, à bosser 14 heures par jour sur ces vidéos, et sur d'autres projets autour d'Arcane, et sur d'autres projets en général. Je vais sans doute crever de fatigue à la fin de l'acte 3, mais au moins j'aurai sorti mes vidéos, bref. Si vous êtes chaud de lâcher un petit abonnement ou un petit pouce bleu pour le soutien, là, ça ferait très plaisir. Bonne vidéo. Révélation. What the f... Sur révélation. What the... Sur révélation. What the f... Faut qu'on parle de tout ça. Bon, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'acte 2 de la saison 2 d'Arcane. Et honnêtement, après l'acte 1, je me suis dit, ok, il y avait vraiment beaucoup à dire, ils ouvrent beaucoup de portes, mais dans l'acte 2, ça devrait se calmer. Et non, pas du tout. Ça part vraiment loin, encore plus que ce que je m'y attendais. Et à part ça, il y a plusieurs moments où j'ai chialé comme un bébé en fait. Faut vous calmer, Fortiche, hein, c'est que l'acte 2, là, ça va être quoi pendant l'acte final? Bref, aujourd'hui on analyse, on explique, on décortique et on théorise, surtout comme dans la vidéo sur l'acte 1. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. En l'espace de 2 jours, j'ai eu des théories qui se sont values invalides et d'autres totalement valides. Surtout une en particulier, celle où je disais que l'Arcane était une force avec 2 facettes, une créatrice positive, bienveillante, etc. et une destructrice négative, emplie de haine, tout ça. Déjà, ça a été confirmé par Victor, mais surtout, il a prononcé exactement la même phrase que j'ai dit dans la vidéo sur l'acte 1, à savoir, où je disais que c'était 2 faces d'une même pièce. Alors, c'est une expression assez commune, hein, on est d'accord, mais je vous raconte pas comment j'ai hurlé quand je l'ai entendu dire ça. Ça fait trop plaisir de voir des théories se faire confirmer. Bon, la partie de ma théorie comme quoi le côté négatif ce serait ce qu'on appelle le néant dans l'univers de LoL, pour l'instant on n'y est pas totalement, mais j'ai l'impression qu'on s'y dirige doucement, ou même que s'ils en parlent pas dans la série, ça reste une porte ouverte pour d'autres projets plus tard. À part ça, il y a vraiment donc trop de trucs à dire sur cet acte 2 qu'on va s'y coller. Comme dans la vidéo précédente, on va faire un résumé épisode par épisode où je vais m'arrêter sur des détails qu'on peut rater au premier visionnage, où je vais aussi expliquer des éléments de lore et théoriser. Il y aura la partie théorie une fois qu'on aura parlé de tous les épisodes, mais je vais aussi lâcher des petites théories au fur et à mesure, parce que sinon je vais forcément oublier des trucs et j'ai envie de tout vous dire, tout ce que je pense. J'ai vraiment 2 grosses théories très précises sur un élément qui pourrait arriver dans l'acte 3 et que je trouverais assez ouf. Mais ça pour le coup je vous le donne à la fin de la vidéo. Avant de partir dans le premier épisode de l'acte 2, juste je voulais parler d'un truc précis de la série. Vous savez, on voit très souvent Vander tenir son bar et servir toutes sortes de boissons à travers la série. Vous croyez qu'il a du Holy Energy? Oui bon ça va, je savais pas comment faire ma transition. Holy, c'est une super alternative aux sodas dégueux plein de sucre et autres boissons énergisantes. Pas de taurine, pas de sucre, pas de colorant et plein de saveurs délicieuses à tester. Vous avez les Holy Energy pour vous booster avec de la New Caf, de la caféine cristallisée qui se diffuse pendant plus longtemps que la caféine classique et qui donc vous évitera un gros contre-coup comme on peut l'avoir avec le café. Un de mes préférés c'est le Lemon Lizard au citron et au concombre. Alors ça fait bizarre dit comme ça mais c'est hyper bon et frais. Si vous êtes pas très caféine, vous avez aussi les Holy Iced Tea qui sont des thés glacés qui sont tous très bons. Petite mention spéciale aux framboises vanille que j'adore. Et vous avez aussi la nouvelle gamme hydratation avec pas de caféine ni de théine, juste de quoi bien s'hydrater avec des électrolytes. Genre c'est cool après une séance de sport ou juste pendant la canicule pour essayer de pas crever, hein papy, il va falloir boire du Holy là, t'es tout desséché. Dans ceci j'adore celui au coco et celui à l'ananas et moi ce que je fais c'est que j'en mets la moitié d'un et la moitié de l'autre dans un shaker pour faire une piña colada. C'est mon petit côté crazy. Ah et un truc dont on parle jamais c'est les shakers justement. J'ai remarqué qu'une fois qu'ils sont remplis ils ont un poids parfait. Et là vous vous demandez peut-être un poids idéal pourquoi? Eh bien mesdames et messieurs, le Holy Flip. Je peux faire ça vraiment pendant 30 minutes, ça me déstresse. À chaque fois que je fais un Holy, je fais ça. Des fois, les glaçons, ils fondent à l'intérieur, je suis obligé d'en remettre. C'est terrible. Citron et miel, lui. Incroyable. Bref, Holy, c'est super. Vous avez les codes NAKA5 pour avoir 5€ sur votre première commande, puis NAKA tout court pour n'importe quelle commande et pour avoir 10%. Lien en description, ça fait plus d'1 an que j'en bois quasi quotidiennement et qui sont partenaires de mes lives. Aujourd'hui, ils deviennent partenaires de cette chaîne, donc merci à eux. Et merci à vous qui testez ces boissons divines avec mon code. On retourne parler d'Arcane. L'épisode 4 s'ouvre donc sur un clip bien trash où on voit la répression des Zoniens par les pacifieurs aidés de la milice noctienne. On voit que beaucoup de gens à Zone se sont teints les cheveux en bleu en hommage à Jinx et se font appeler les Jinxers. C'est marrant parce qu'on a une sorte de foreshadowing de ça dans un jeu de plateforme qui s'appelle Convergence, une histoire parallèle où on suit une aventure d'écho à Zone. Le jeu est pas canon dans l'univers mais il y a bien des Jinxers, une sorte de fan club de Jinx qui veulent faire péter plein de trucs à Piltover et Jinx leur donne aucune sauce, elle s'en fout complètement d'eux et elle les aime pas. Post-générique, on a une scène où Caitlyn a une relation avec Maddie et ça me fume parce que là où tous les fanzous de Caitlyn sur les réseaux lui avaient pardonné les pires trucs jusqu'à maintenant, ça, ils lui en ont voulu à mort et j'ai trouvé ça très drôle. J'aime bien comme on comprend dans la scène que Maddie est juste une relation de pansement pour Caitlyn, ça se voit qu'elle est juste avec pour pas être seule. Elle réagit très peu à son affection et elle est vraiment tout le temps dans ses pensées. Maddie rassure Caitlyn sur le fait qu'Ambessa n'est pas en total contrôle sur elle
et que si elle veut, elle peut toujours restaurer le conseil de Piltover. Et franchement, ça peut juste être dit de manière rassurante et gentille de la part de Maddie, mais j'avoue que la théorie des gens qui disent que Maddie ferait partie de la Rose Noire m'a fait tiquer à ce moment-là. Parce que ce serait pas mal dans l'intérêt de la Rose Noire d'essayer de pousser Caitlyn à virer Ambessa des décisions de Piltover. On verra bien. Après ça, on a tout ce moment où Jinx fait tout un spectacle pour Isha avec les deux petits scarabées qui se battent, et j'avoue que là, ils m'ont bien eu sur le moment. J'ai vu les deux insectes énormes comme si c'était des géants, je me suis dit OMG, c'est des créatures corrompues par le néant, ma théorie est peut-être vraie, what the fuck, pourquoi y a ça? Et non, évidemment c'est juste un truc pour mettre en place que Jinx devient peu à peu une grande sœur pour Isha, et à travers ses yeux d'enfant, on voit comme elle regarde Jinx et son spectacle, elle trouve tout ça vraiment incroyable, il y a aucun fond, aucun décor à ce moment-là pour montrer qu'elle est totalement absorbée par ce que lui montre Jinx. Ah oui, et évidemment Carapamiche, c'est une référence au Carapateur dans LoL, et il y a une version orchestrale de la musique Rise qui passe en fond pendant le combat. C'est une musique vraiment très connue de la commu LoL. Chaque année pour les tournois mondiaux de League of Legends, Riot sort un clip musical qui met en scène les joueurs pros pour hyper les fans, et Rise c'est sans doute le plus épique et le plus apprécié des thèmes de la commu. Et après donc on a le dézoom où on voit la réalité, c'est moins épique, Isha a des oreilles de lapin à ce moment là d'ailleurs, et c'est sans doute une ref au fait que Jinx fait ce petit signe d'oreille de lapin quand elle est petite, parce que sa mère lui faisait, et que Jinx est une figure un peu maternelle ou de grande sœur pour Isha. Puis Isha remporte le combat d'insectes et Jinx tient sa promesse de lui teindre les cheveux en bleu comme elle. Et encore une fois, l'analyse est facile ici aussi, hein. C'est les petites sœurs et les petits frères qui idéalisent un peu leurs grands frères, leurs grandes sœurs, qui veulent faire pareil, pas très compliqué. Après ça, il y a un truc intéressant où Isha apporte son pistolet à Jinx, sans doute pour lui dire de continuer le combat pour Zone en tant que symbole, et Jinx rétorque un truc intéressant en lui disant que Jinx est morte. Donc à ce moment-là, elle se considère ni comme Powder ni comme Jinx, juste elle a tourné une page et elle est heureuse de passer du temps avec sa nouvelle petite sœur. Ah, et le pistolet, il est trouvé d'une balle, donc la balle que Caitlyn a tirée dans l'acte précédent, et c'est ce trou que Jinx va ensuite utiliser pour modifier le pistolet et en faire une arme Hextech. Ce genre de petits détails de la série sont vraiment innombrables et toujours assez bien trouvés. Et en parlant d'Hextech, on a la scène suivante dans la prison de Stillwater où Ambessa fait faire des expériences sur l'Hextech à un scientifique qui se fait désintégrer. D'ailleurs j'aime bien comme il est terrifié au début puis il commence à s'envoler un petit peu, ça fait écho à Jace et Victor en saison 1 quand ils font des découvertes. Et à ce moment-là il a un tout petit sourire de satisfaction en pensant que ça se passait plutôt bien juste avant de se faire désintégrer en poussière, le pauvre. Après ça Ambessa a un petit pétage de plomb et pense que la disparition de Jace et Heimer est liée à la Rose Noire et que l'organisation aurait peur de l'Hextech, ce qui nous indique qu'en plus de Mel, c'est bel et bien ça qu'Ambessa est venu chercher à Piltover, à savoir des armes qui pourraient menacer la Rose. Et pour le coup je suis assez content de comment ils introduisent et ils expliquent les éléments de lore, les dialogues sont assez bien foutus sur les explications, ça tombe pas dans le truc bête et méchant de tout expliquer noir sur blanc, ça reste dans le propos et dans une logique qui prend pas le spectateur pour un con, même s'il y a d'autres fois où je trouve que dans le scénario, ça va un peu vite quand même pour les gens qui connaissent pas du tout le lore. Par exemple justement à la fin Ambessa évoque la disparition de Mel et comme moi vous êtes peut-être dit que elle était quand même relativement calme face à tout ça, sachant que sa fille a disparu et que la famille c'est tout pour elle. Genre c'est vraiment la seule fois de l'acte où elle va mentionner la disparition de Mel. Mais en vrai ça se justifie un petit peu par le fait qu'il y a une ellipse qui a duré entre 3 et 6 mois entre l'acte 2 et l'acte 1, ça a été confirmé par Amanda Overton qui est l'écrivaine principale de la série, mais ça il nous l'explique pas directement, hein. C'est une info qu'il faut aller chercher, donc bon. D'ailleurs j'ai appris que Amanda elle a aussi bossé sur la série Severance que j'ai beaucoup kiffé, voilà, rien à voir, hein, mais petit fact comme ça. Voilà, après ça il y a la scène devant cette sorte de douane qui contrôle les Zoniens pour arrêter les Jinxers et j'aime trop Scar, voilà, le pote d'écho là, je le trouve trop stylé, j'aimerais bien qu'on le voit un peu plus. On voit que Isha fait des petites apparitions en mode silhouette encapuchonnée qui provoque Piltover et qui libère les Zoniens et elle essaie un petit peu d'entretenir l'image de Jinx. Ce qui fait qu'ensuite on a une scène où Caitlyn et Maddie enquêtent sur ce qui vient de se passer justement. Et là où normalement Caitlyn c'est une très bonne enquêtrice, on le voit dans la saison 1 quand elle est sur une scène de crime de Jinx où elle a ce truc très true crime de voir un petit peu d'où viennent les tirs, les impacts, etc. Qu'elle a aussi plus tard dans la saison 2 dans la prison avec Warwick. Bah là elle dit c'est Jinx, je la reconnaîtrai entre mille. Encore une fois un petit peu aveuglée par le restant de haine qu'elle a. Et c'est Maddie qui lui dit ouais mais ça coche pas toutes les cases, y a pas eu de victimes, c'était juste des grenades fumigènes, pas de mise en scène non plus. Et quand elle dit ça je me suis dit bah quand même il y a un petit peu une mise en scène, les grenades elles sont tombées du ciel avec des parachutes etc. Mais je pense qu'elle veut dire qu'il y a pas de mise en scène comme quand elle a attaché Inote, quand elle a kidnappé Caitlyn, ou qu'elle s'est fait passer pour une personne en détresse dans un incendie, ce genre de truc. Puis il y a Ambessa qui fait irruption dans la salle au moment où Maddie va encore une fois suggérer à Kate de rétablir le conseil. Mais c'est vrai que ça fait très la Rose Noire déguisée qui essaye de pousser Caitlyn à faire des trucs, puis hop t'as Ambessa qui arrive et qui interrompt. C'est un peu bizarre. Après ça, il y a une métaphore qui est assez facile à voir mais qui est très cool où Ambessa essaie de maintenir une flamme en vie dans la cheminée et au même moment elle essaie de maintenir la flamme de la haine que porte Caitlyn à Jinx. Justement pour maintenir la loi martiale et rester au pouvoir, elle emploie des termes comme colère, souffrance et ça fait écho à l'arcane et à ses deux facettes. Ambessa penche clairement du côté destructeur, en même temps c'est une chef de guerre, et elle demande à Kate si elle aussi, ou si elle justement elle a une force de compassion et de pardon en elle. Et ça on aura peut-être le fin mot dans l'acte 3. Dans la scène qui suit, on voit Salo qui est clairement en train de sombrer, hein, il a les
cheveux en bataille, il est un petit peu en train de sombrer dans l'alcool, déjà aussi avec une dizaine de coupes vides posées sur la table, mais aussi dans la drogue, avec sa demande à Lest de passer plus souvent parce qu'il devient accoutumé aux effets du Shimmer. C'est là que Lest évoque Victor, et ça va inciter Salo à aller le voir. Après ça, on a une courte scène où on voit Sevika, nouvelle coupe d'ailleurs, très classe, qui incite Jinx à venir se montrer à un rassemblement à la statue de Vander, chose qu'elle ne fera pas. On peut noter que quand Sevika frappe sur la table un petit peu de colère, Jinx a un petit coup de sang aussi, ça lui rappelle Vi, et le fait qu'elle lui disait tout le temps quoi faire gamine, un truc qu'elle aime pas du tout. C'est toujours intéressant de voir que ces traumas sont toujours là dans des petits moments et pas seulement quand elle fait des crises. C'est un petit détail sympa qui vient s'ajouter à tout ce truc de micro-émotions qu'ont les personnages et qui les rendent plus vrais que nature, je trouve. Et bref, donc ça énerve Jinx et ça fait qu'elle va aller parler à la chaise vide de Silco. C'est une très belle scène où on la voit tirailler avec le fait de vouloir se reposer tranquille avec Isha, mais elle doute aussi, elle se demande si elle devrait pas devenir une sorte de symbole dont a besoin Zone. Et à la fin de ça, elle finit par vraiment faire le deuil de Silco et d'accepter qu'il est plus là. La scène est vraiment bien, je trouve. Elle viendra quand même pas au rassemblement devant la statue de Vander, vu qu'elle est encore dans cette réflexion justement. Et c'est Isha qui va endosser son rôle pour rallier le peuple, sauf que ça va mal tourner et qu'elle va se faire kidnapper. Ce qui va remettre justement les idées de Jinx en place, elle doit faire d'une pierre deux coups, elle veut libérer à la fois Isha et les gens qui la voient comme une héroïne. Notez que pendant tout le parallèle entre Piltover et Zone où on voit la statue pour Vander et celle pour les conseillers, on a aussi un plan sur la fresque des feux volants où on peut voir que Echo a été rajouté, vu qu'il a disparu dans le cœur de l'X-Gate. Et d'ailleurs j'en profite maintenant pour dire que le nom X-Gate il est pas anodin. Ce qui à la base s'appelait comme ça parce que ça devait être une sorte d'outil de transport pour les dirigeables, bah au final ça se révèle être un portail, une sorte de gate justement vers l'Arcane. L'Arcane, on réexpliquera ce que c'est un petit peu plus tard, je pense. Bref, donc sur la fresque, Echo a un feu volant au-dessus de la tête, la sorte de luciole là qui a donné son nom justement au clan qu'il a créé, mais il y a surtout évidemment une horloge à côté de lui. Encore un petit peu de foreshadowing pour la suite. Pendant l'attaque de Noxus et des pacifieurs, Sevika perd le bras qui lui a été fait par Jinx, et elle ne le récupérera pas de tout l'acte. Je me demande si dans l'acte 3, elle aura un nouveau bras qui sera une nouvelle évolution de son personnage, ou si Jinx va juste lui refaire le même. Mais je pense qu'à la fin, Sevika, si elle ne meurt pas, elle pourrait devenir un petit peu la chef de zone. Parce que Jinx, c'est certes un symbole, mais elle a quand même envie de sa liberté. Et Sevika, c'est vraiment la cristallisation, je trouve, des rêves de Vander et de Silco. Elle a bossé pour les deux, elle sait à la fois être ferme, dure et se salir les mains comme Silco, mais elle a aussi cette compassion en elle de pas vouloir livrer les gens de zone. Et elle a aussi un petit peu ce thème d'équilibre en elle, parce que les deux forces qui s'opposent, l'Hextech et le Shimmer, bah elle a un bras qui était boosté au Shimmer, et elle a cette cicatrice Hextech sur elle. Et d'ailleurs, c'est un peu l'inverse de comment sont utilisés ces deux trucs habituellement. L'Hextech se retrouve plutôt dans les machines, et le Shimmer, on l'injecte. Elle, c'est l'inverse. Je sais pas, je trouve que Sevika elle a plein de symboliques intéressantes et c'est un perso assez cool en vrai, assez sous-coté. Bref, ensuite évidemment il y a tout le truc où Singed réveille Warwick en se coupant la main, évidemment c'était Vander depuis le début, hein, personne n'est choqué. Le fait qu'il puisse sentir le sang c'est un truc très emblématique du personnage de Warwick. Et le fait qu'il traque encore mieux celui de Singed, bah c'est parce que Singed lui a injecté plein de son sang, donc il le connaît bien. Et puis il doit avoir pas mal de haine pour Singed d'après tout ce qu'il lui a fait subir. D'ailleurs, en vrai, j'aimerais bien que Singed crève à la fin, juste pour le karma en fait. Parce qu'on en parle assez peu, hein, mais Singed, dans le lore, en plus de tout ce qu'il a fait dans la série Arcane, tout ce qu'il a créé de mauvais, il a fourni du poison ensuite à Noxus pour une guerre, et cet élément-là, il est déclencheur de plein de personnages de LoL qui ont perdu des proches, etc., que ça a forgé leur personnage. Mais vraiment, pour un humain normal qui n'a pas de super pouvoir ni rien, Singed, il a causé tellement de merde dans le lore. Il a aussi une histoire où il fait d'autres expériences sur d'autres êtres vivants que Vander, vraiment, il fait des trucs limite pires. C'est une des histoires les plus dégueulasses de LoL. C'est un perso très intéressant, hein, mais ouais, il mériterait bien de crever. À partir de là, la série continue d'enchaîner et jusqu'à la fin de l'épisode, ce sera des plans de Jinx pour aller sauver les gens à Stillwater et l'arrivée de Vander sur place. Très belle illustration de la traînée de l'odeur du sang que suit Warwick, comme dans le jeu. Quand Jinx arrive devant la pacifieuse à qui elle veut voler l'uniforme, elle ouvre son discours en français et en anglais sur deux mots qui commencent par V, et soit je suis complètement matrixé, soit c'est une micro-ref, un micro-clin d'œil à V pour Vendetta. J'ai l'impression qu'après ces deux mots, elle continue à en chercher un peu d'autres, mais elle a plus d'inspi, et puis de toute façon elle se fait couper la parole par l'autre. Donc ça se trouve c'est pas ça du tout, mais j'aime bien avoir des refs là où il y en a pas. En tout cas, à la fin de ce petit numéro, elle s'énerve et elle dit je suis Jinx, en tapant la meuf là. Preuve qu'à ce moment-là, elle est décidée à être ce symbole, justement. Il y a ce plan là où on voit des pacifieurs jouer à Telstone, et je m'attendais vraiment pas à avoir une référence à ça ici, et ça m'a bien fait marrer. C'est un jeu de plateau qui a sorti Riot, un jeu vraiment simple de mémorisation à 1 contre 1. Il est intégré dans l'univers de LoL comme un élément culturel un petit peu de chaque région qui ont leur propre version de Telstone. Ici ça a l'air d'être la Noxienne de par les symboles et les couleurs, mais on sait à quoi ressemble la Noxienne et c'est pas totalement ça. Il y a une version physique du jeu qui a été commercialisée, c'est la version Démacienne, et j'avais même fait une vidéo dessus à l'époque. Autre rêve très bien amené et qui fait plaisir, c'est l'arrivée de Warwick à Stillwater dans le téléphérique qui fait directement écho à la cinématique du champion à l'époque. Elle se termine justement sur Warwick qui attaque le même genre d'appareil, et je me souviens qu'à l'époque on était tous choqués par cette vidéo, c'était une des premières grosses cinématiques de champion de Riot, et elle avait une aura de fou furieux.
C'est pas la seule référence que la série va faire à cette cinématique d'ailleurs, mais on y reviendra. D'ailleurs, je suis désolé, hein, mais de temps en temps je dis Vander, de temps en temps je vais dire Warwick. Il a pas été appelé Warwick encore dans la série, mais en fait sur LoL depuis des années, ce perso-là c'est Warwick. Du coup, forcément dans ma tête, moi c'est Warwick. Et Warwick égale Vander. Ah oui, dans la prison et au rassemblement, il y avait aussi Babette, la Madame Yordle de la Maison Close qu'on voit dans la saison 1. Ça m'a fait plaisir de la voir. Et j'ai appris via Twitter que la dame qui fait la VO du personnage est décédée malheureusement avant la sortie de la saison 2. Du coup, elle aura pas vu son personnage, ça fait un peu tristoun. Voilà, je suis désolé, je plombe l'ambiance. Voilà, c'est pas pourquoi j'ai dit ça. Abonnez-vous. Et en parlant de plomber l'ambiance, cette scène touchante là où on voit les Jinxers remercier Jinx en passant leurs mains sur son épaule, au fond on peut entendre le thème musical basé sur la chanson qu'on entend au tout début du premier épisode de la saison 1, une chanson sur la pauvreté à Zone et l'indifférence de Piltover. Et donc Powder chantait cette chanson sur le pont pour traverser la route et pas voir tout le chaos et le fait que sa mère était morte. Sympa. Si on veut faire un peu de la branlouille intellectuelle, on pourrait dire que du coup ça montre les deux extrémités du personnage de Powder/Jinx, qui est passé de cette enfant innocente à ce symbole de Zone, qui est l'incarnation de toutes les souffrances de ce peuple. Ah, je me suis dégoûté moi-même. Mais bon, c'est important des fois de partager ses émotions, ses ressentis. Mais ça fait un petit peu... vous savez, l'auteur a écrit le rideau est bleu et le professeur te dit en fait il a écrit que le rideau est bleu parce que ça représente son enfance et non, pas du tout. Et peut-être. Il y a ce plan où on voit que Jinx a créé son zapper pour la première fois. Un des sorts de Jinx dans le jeu, c'est ce pistolet électrique justement. Jusqu'à maintenant elle avait qu'un pistolet normal, mais l'Hextech va amener cette dimension électrique un petit peu qu'on connaît dans LoL. Bon, on a tout le combat avec Warwick qui rentre dans la prison et qui se termine en tête-à-tête avec Jinx. Et là, tout du long, je me suis dit qu'elle allait le reconnaître vu qu'il a encore un petit peu des traits de Vander. Mais non, c'est lui qui la reconnaît et qui l'appelle Powder. Et là, j'ai juste chialé en fait. Bravo Fortiche, bravo. Mais bon, on n'a pas le temps pour les émotions, on doit passer à l'épisode suivant. Il s'ouvre sur Vi, qui est dans l'arène et qui va battre en un seul coup le gars qu'elle a déjà humilié de la sorte à 2 reprises dans la série. C'était le sbire de Silco là qu'elle a détruit en étant gamine et qui s'est refait casser la gueule après à Stillwater à coup de plateau repas. Il est maudit le pauvre. À part ça, les combats d'arène c'est un vrai truc. À Runeterra, il y a des arènes un petit peu partout avec différents patrons un petit peu mafieux qui tiennent les arènes. C'est évidemment très développé à Noxus d'ailleurs, tout un business. La scène qui suit où Vi enchaîne les combats pue vraiment la classe et la sueur. La musique elle est trop bien. J'ai l'impression que je dis ça pour chaque musique de chaque scène, mais voilà. On la voit détruire tout le monde au début, puis sombrer petit à petit dans l'alcool, repenser à Caitlyn, casser la gueule à ce gars là dans la boîte de nuit qu'on voyait déjà dans la saison 1, puis ensuite elle se prend la tête en dehors de la boîte avec Loris, montrer qu'elle est complètement bourrée, pour finalement commencer à perdre des combats. Jinx vient la voir à ce moment-là, tout le monde aura vu qu'elle se moque d'elle en écrivant son nom sur sa joue. Le truc marrant c'est qu'elle écrit à l'envers pour qu'elle puisse voir Jinx dans le miroir. Elle vient lui annoncer que Vander est en vie et c'est le début de la réunion des deux sœurs, truc que tout le monde attendait et on n'y croyait plus. Dans la scène d'après, il y a un plan très gore sur l'entrée de Stillwater avec le gardien géant là qui est étalé sur le bureau, il a une énorme trace de griffure sur le dos. Vanderwick, il déconne zéro. Après il y a le fameux truc que fait Caitlyn où elle analyse justement la scène de crime et elle en déduit que la tache de sang au sol, elle est pas liée à ce qui s'est passé mais à Singed qui a tiré la bête par ici. Ça pour le coup c'est plutôt fort hein, quand même, un petit peu tiré par les cheveux si vous voulez mon avis, mais on a qu'à dire qu'elle a un gros cerveau. Puis ça enchaîne sur le petit interrogatoire avec Singed où Ambessa découvre la montre avec le portrait d'Oriana, sa fille, et là je me suis dit elle risque de s'en servir comme moyen de pression sur lui, mais on ignore si elle est encore vivante en réalité sa fille. Plus tard on apprendra que oui, mais Ambessa c'est pas encore servi de ça. Deux possibilités, soit elle va s'en servir dans l'acte 3 comme une menace, soit en fait tout ça c'est pour nous dire que comme elle, Singed fait tout par amour de sa fille et elle a de la compassion pour lui. Comme quoi elle agit comme cette grande chef de guerre qui a aucune compassion, ce qu'elle disait à Caitlyn, mais en fait un petit peu. D'ailleurs je le cale maintenant, mais à la toute fin de l'acte, il y a Victor qui aura une phrase en voix off où il dit que l'amour et la compassion nous poussent à faire les pires actions, et ça fait écho justement à Ambessa et Singed qui sont en train de causer mort et destruction sur le truc. Bon, en parlant d'Ambessa, ensuite on retrouve Mel dans une sorte de puits / cellule de la Rose Noire. Peut-être que cet endroit se situe sous le Bastion Immortel, la capitale noxienne. On sait que la Rose Noire se sert de catacombes et de passages secrets dans la capitale pour se déplacer, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient construit des cellules comme celle-ci, même si on semble quand même apercevoir la lumière du jour depuis le haut de la cellule, donc peut-être que je me trompe. Bref, Mel fait la rencontre de Kino, à ce moment-là j'étais un petit peu comme un dingue qu'elle retrouve son frère, et après les quelques secondes d'euphorie passées, je me suis dit attends, ce serait quoi l'intérêt pour la Rose Noire de mettre les deux dans la même cellule ensemble? Aucun en vrai. Donc c'est sûrement un piège et ça doit être un clone, pour la faire parler. Et bah c'était ça. Mais pour l'instant on nous le dévoile pas encore. Cut sur Vi, Jinx et Isha qui suivent les traces de Warwick dans les mines. Elles ont pas l'air de connaître l'endroit, mais c'est là où Vander travaillait, et donc Warwick, qui a des bribes de mémoire, y retourne machinalement. Vu que l'endroit où tu travailles, en général t'y retournes tous les jours et t'y passes des heures sur place pour travailler, cet endroit devait être gravé dans sa mémoire. C'est très cool au passage, les petits champignons lumineux là qui réagissent au son dans la grotte. À ma connaissance, on n'en avait jamais vu dans le lore. Il y a bien une plante dans le jeu où tu tapes dedans et ça révèle la vision sur le chemin de la plante, mais c'est pas un champignon quoi.
En tout cas j'aime bien qu'il développe un petit peu la flore du monde avec des petits détails comme ça. On a la querelle de sœurs où elles se bagarrent et pendant tout le truc on remarque vraiment que Forti justement on fait bien attention à ajuster le niveau de lumière des champignons en fonction des sons. Genre ça s'illumine quand Jinx met une claque à Vi et qu'après elle grogne pendant qu'elles se battent. C'est vraiment super bien fait. La querelle finit sur Vi qui fout un coup à Ishai qui la fait saigner du nez. Ensuite elle laisse une trace de sang par terre. Ça pour le coup c'était pas le truc le plus subtil on va dire. On se doute de ce qui va suivre. Hein. Après cette querelle les sœurs se mettent à parler de nouveau et commencent petit à petit à se réconcilier autour de la possibilité de revoir Vander. Puis après ça on a Ambessa qui vient discrètement voir Singed dans sa cellule alors qu'il refusait d'aider Kate. Singed attendait Ambessa et se doutait qu'elle viendrait parce qu'elle cherche des armes. Elle mentionne ses batailles passées des plaines de Dalamor aux falaises de sang. Pas grand chose à dire là-dessus, voilà où ça se trouve sur la map, hein. C'est juste pour dire qu'elle a beaucoup voyagé et beaucoup fait la guerre. Ambessa sous-entend qu'elle veut utiliser Warwick comme arme, et là Singed lui parle des origines de la bête et lui raconte qui était Vander. Témoignage de respect pour Vander, et je pense qu'il fait ça parce que Singed partage quelques points communs avec lui. Vander a perdu ses filles et est devenu un monstre. Singed aussi, mais différemment. On voit plein de flashbacks de Vander, l'attaque sur le pont avec les pacifieurs, la mort de Felicia, la mère de Vi et Jinx, et la blessure de Silco avant qu'il commence à la traiter qui est terrifiante. C'est déchirant de voir tout ça et j'avoue que j'aimerais trop en voir plus sur cette époque et sur ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, ce qui a amené à ce combat sur le pont. Bref, après on retourne voir Mel et Kino et j'avoue que la scène où elle appuie sur le mur et elle déclenche un mécanisme, j'ai pas mal de trucs à dire. On dirait presque que sa main elle agissait d'elle-même. Hein, elle regardait dans le vide et elle était en train de dessiner un petit motif sur le sable et après elle appuie sur le mur, elle a le regard un peu dans le vide, comme si tout ça c'était machinal en fait. Le faux Kino justement il est surpris et il lui demande comment elle a su qu'elle devait appuyer ici. Et Mel justement elle répond bah je sais pas, j'ai senti comme un et puis elle s'arrête dans sa phrase pour poursuivre une autre phrase. Tout ça ça m'a fait tiquer. Ma petite théorie là-dessus, enfin petite, c'est que ce fameux puzzle, la Rose Noire cherche à le compléter et que Mel est la clé. Le truc, c'est que c'est pas un puzzle random. C'est littéralement les runes qui servent à Jace et Victor pour contrôler la magie contenue dans les gemmes Hextech. Ces runes, c'est littéralement du code, des informations. C'est ce qui est gravé sur le fusil de Kate, sans doute pour dire de tirer un rayon dans cette direction, ou encore tout en haut de l'X-Gate quand le mécanisme fait partir les dirigeables, donc ça indique sans doute des coordonnées. Ces runes ont plusieurs types. Déjà, il y a les grandes runes qui sont gravées sur le cœur Hextech de Victor et sur les abords de cette machine là ici. Dans LoL, on peut donner des bonus de base à nos personnages avant de lancer des parties en choisissant des runes qui tombent dans 5 grandes catégories. Précision, domination, sorcellerie, volonté et inspiration. Ces mots, c'est que des influences, des intentions, comme des grandes catégories de mots dans un langage. Notez qu'on a que 4 de ces runes sur 5, et que la rune inspiration ressemble un petit peu au bouquin de Sky, l'assistante de Victor, qui lui a dit justement « tout ce que tu fais m'inspire ». C'est mignon. Bref, ça c'est les grandes runes, ensuite il y a toute une sorte d'alphabet qui compose les instructions qu'on trouve sur les appareils Hextech, c'est ces runes là sur le sorte de cassette murale de Mel, et c'est les runes qu'on retrouve dans le bouquin de Victor. Et le fait que la magie Hextech et donc ces runes, quand elles s'activent, il y a une sorte d'esthétique spatiale comme le mage qui a sauvé Jace et sa mère, ou plus tard dans l'acte 2, on l'a pas encore vu là dans notre analyse, mais quand Victor se retrouve dans sa sorte de forme spatiale, ça me fait me dire que les runes permettent de s'approprier les règles de l'univers. En fait, c'est un langage qui permet de modifier l'univers, la réalité, le chaos, donc l'arcane, et donc d'en faire ce qu'on veut, de la magie. Et c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre avec des gemmes et des runes donc, ou chez certaines personnes ce serait inné, comme Mel, et donc ces personnes-là sont des mages. Voilà, bah c'était pas prévu mais j'ai pendu une grosse théorie sur le système de magie dans Runeterra. La magie permettrait donc de modifier, donc contourner les règles fondamentales de l'univers, et Victor demande plus tard si Singed croit en la destinée. Peut-être que la magie modifie la destinée en permettant des choses incroyables. On le voit sans cesse dans la série. Les conseillers de Piltover devaient vivre et voter la paix. Hop, Jinx a changé leur destin avec la magie. Juste après, Mel devait mourir, hop, non, elle survit avec de la magie. Et chaque changement du destin comme ça, l'arcane, ce chaos parfait, qui est représenté par cette grosse boule chelou là à chaque fois, bah l'arcane elle aime pas ce qui se passe et ça crée des effets secondaires dont il parlait dans l'acte 1. Toute cette énergie positive qui permet aux vivants de modifier leur destinée, crée une énergie négative et dangereuse qui cherche à rétablir l'équilibre. Et peut-être que le néant dans l'univers de Runeterra, c'est la version la plus vénère de ce truc là. Putain, là, mon rêve c'est juste de pouvoir appeler Amanda Overton et de tout lui expliquer et lui dire est-ce que j'ai bon ou pas. Désolé, je suis parti en grosse théorie au milieu de la vidéo, c'était pas prévu hein, mais j'ai vraiment eu des révélations en revoyant ce moment de l'épisode. Reprenons. Et donc on disait que la Rose Noire aurait placé Mel ici pour qu'elle leur donne des réponses. Peut-être qu'elle décode cet alphabet justement. Peut-être que la Rose Noire s'en fout en fait des gemmes Hextech et elle veut juste comprendre mieux la magie pour mieux s'en servir. Même si en vrai ils ont l'air déjà plutôt chauds en magie hein, pour kidnapper des gens avec des grosses mains cheloues. Donc soit ils ont besoin de Mel pour ça, soit ils ont juste besoin de Mel parce que c'est une sorte d'élu ou de mage assez puissante et qu'elle-même n'est pas au courant. Et bon,
j'interromps encore un petit peu les analyses des épisodes, mais on est là pour ça de toute façon pour les théories. J'ai encore une petite théorie sur Mel. On sait dans l'univers que la Rose Noire est toujours en quête de nouvelles magies, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux trucs pour protéger Noxus, notamment d'une menace en particulier, mais on s'en fout, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc dans cette démarche de recherche de puissance et de pouvoir magique, ils ont des sortes d'écoles de mages dans lesquelles ils absorbent la magie des élèves les moins puissants pour la transférer aux élèves les plus puissants pour les rendre encore plus forts et créer vraiment une armée d'enfants soldats mages. Il y a un personnage de LoL, Rel, qui est un exemple de ces enfants soldats, et dans le processus d'absorption, ils lui ont greffé ces sortes de plaques de métal sur le bras. Ces plaques qui rappellent un petit peu celles que Mel a sur le corps et qui s'illuminent quand elle utilise ses pouvoirs. Et du coup, est-ce que Ambessa aurait peut-être eu recours à ce processus sur sa fille sans qu'elle le sache pour la protéger, qu'elle a peut-être passé un marché avec la Rose Noire, ou pas, mais qu'en tout cas maintenant le blanc convoite Mel, parce que juste c'est une mage très puissante. Bon, ça part un peu dans tous les sens, alors vraiment on revient dans l'épisode cette fois, promis. Après ça, le faux Kino révèle à Mel que son père ne serait pas celui qu'elle pense, mais une aventure qu'a eu sa mère dans la ville de Basilic. C'est une ville à Noxus, pas trop loin de Piltover, et dans le lore c'est la ville d'origine de Darius, un des nouveaux dirigeants de Noxus, là dans le nouveau système que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Donc peut-être que Mel est sa fille, mais je pense pas honnêtement. Peut-être que c'est surtout un gros setup pour une future série à Noxus. Ensuite, on a Caitlyn qui retrouve Ambessa et Singed dans le laboratoire de ce dernier, et on apprend que Singed n'est qu'un pseudonyme et qu'il s'appelle en réalité Corinne Revek. CR, les initiales sur sa montre. Corinne Revek, dans le lore, c'est le père d'Oriana, une jeune fille qui est tombée gravement malade et qu'il a entièrement mécanisé pour la sauver. C'est un personnage jouable dans le jeu, Oriana. Avant Arcane, Singed et Corinne Revek étaient deux personnages bien distincts. Mais visiblement, avec Arcane, ils ont pris le parti pris de fusionner un petit peu les deux histoires. C'était une théorie populaire pour les fans du lore quand on a vu le mini-portrait d'Oriana dans la main de Singed à la toute fin de la saison 1. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont retravailler cette histoire avec Oriana. C'est assez cool en tout cas comme mélange parce que Revek voulait absolument soigner sa fille et Singed a toujours voulu soigner la mort. Du coup, là, ils ont fait en sorte que Singed veuille soigner la mort pour sauver sa fille. Donc, allez, petite théorie, celle-ci, elle était encore moins dans le script. Fait chier, hein, je me rajoute du taf. Dans le jeu, comme je l'ai dit, Oriana, c'est une version entièrement mécanisée d'une gamine, mais entièrement en métal. Il y a pas d'histoire de shimmer, il y a pas d'histoire de biologie, machin. Victor, c'est la même chose. Dans le lore, il est quasiment entièrement mécanisé. Sauf que dans Arcane, il est mécanisé, mais il est bizarre, il est violet. Enfin, c'est du métal, mais c'est du métal un peu chelou. Bon, on n'a pas encore parlé de Victor parce que dans la continuité, j'ai pas parlé du dernier épisode de l'acte, mais vous l'avez vu de toute façon. Je vais en reparler après, mais je pense que Singed va réveiller Victor, le réanimer. Et vu que Singed, il veut réanimer sa fille, il y a un monde où Victor, il utilise son pouvoir et il mécanise entièrement Oriana. Et on a un nouveau design d'Oriana, ou peut-être que ça va être un zombie chelou et ça va donner un truc horrible. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir ça. Ça m'étonnerait qu'ils aient setup Oriana pour rien du tout. Bon, et donc on voit ensuite que Singed maintient sa fille en vie avec du shimmer apex, du shimmer parfait, on va dire, avec une couleur un peu plus rosée, un peu moins brute, un peu plus douce que Singed procure à sa fille, du coup. Genre vraiment, elle a fait tous les autres connards, là, je leur donne du shimmer violet dégueulasse qui les transforme en monstres. Toi, t'es mon petit bébou, prends le shimmer tout rose, tout mignon. Mais en tout cas, voilà, on a découvert que Singed a développé une nouvelle version du shimmer et ça va peut-être être utile pour la suite. Ah oui, et sinon, on a ce plan sur cette tête ouverte dégueulasse avec un cerveau trituré dans un bocal, là, c'est Et c'est d'autant plus dégueu que c'est la tête de Descartes, le gamin de la bande rivale de celle de Vi dans la saison 1. C'est le premier test long terme de Singed du shimmer sur un humain. Vraiment, le pauvre, il avait rien demandé, il a eu un destin horrible. Enfin, le pauvre, c'était un petit con, hein, on est d'accord, mais c'était un gamin. Il y a aussi une petite boîte à musique avec une danseuse dans la chambre d'Oriana, c'est une référence à son histoire et au fait qu'elle adorait la danse. Et la Oriana de League of Legends, c'est un peu une sorte de ballerine comme ça, mécanique. S'ensuit la scène finale de Mel dans cet acte où elle comprend que le Kino avec elle est un clone et elle l'éclate contre un mur. Le clone se transforme en plein de gens, ça va très vite, c'est des gens que Mel a croisés dans sa vie. Jace, sa mère, Elora et aussi la jeune femme qu'on voit dans le flashback de Mel dans la saison 1 là que Ambessa assassine devant elle. Je sais toujours pas qui était cette gamine. Ambessa dit que c'était un symbole de l'ancien régime d'ailleurs. Donc soit c'est une gamine d'une famille noble noxienne sous l'empereur Darkwill et Ambessa préparait un futur coup d'état avec Swain pour instaurer le nouveau régime justement. Soit la fille c'est une Medarda et Ambessa la tue pour faire de Mel sa seule héritière parce que c'est un grand clan et que Ambessa elle veut vraiment sa famille proche aux commandes. Je sais pas. Et d'ailleurs je viens de remarquer un truc que je rajoute au montage en voyant cette scène, mais le collier là qu'elle a la gamine à ce moment-là, sur lequel en plus il y a un gros plan juste après qu'elle se fasse couper la tête, on voit le collier au sol sur vraiment un très gros plan en mode regardez bien ce collier. Et bah regardez le collier de Kino dans la scène, il est quand même vachement similaire. J'ai pas d'explication là parce que c'est vraiment ça ne me rappelle rien de spécifique dans le lore, mais c'est quand même bizarre. C'est peut-être bien de le noter pour plus tard. Et je viens de voir sur internet qu'il y a des gens qui théorisent que la gamine elle ressemble pas mal à ce gars là sur la gauche qui prenait des bains avec Ambessa en saison 1 qu'on n'a pas du tout revu dans la saison 2. Donc je ne sais pas quoi faire de cette information, mais je préfère tout vous donner comme ça, advienne que pourra pour l'acte final. Bref, le clone finit par prendre donc l'apparence de Mel avec des yeux rouges et des traits sous les yeux et ces traits font évidemment penser à Le
blanc. Et donc après, elle attire Mel dans cette dimension bizarre avec les chaînes. Les chaînes, justement, c'est un des sorts de Leblanc dans le jeu. Et Mel produit une sorte d'explosion de lumière pour s'échapper, juste après que Leblanc parle d'elle comme une sorte d'enfant élu. J'ai trop hâte de voir comment ça va se terminer cette merde là parce que c'est tellement éloigné de tout le reste du plot, je sais pas comment ça va se terminer. Après ça, on retrouve donc Vi et Jinx dans le fond de la mine, dans ce qui semble être un bureau ou une salle de repos pour Silco et Vander, une sorte de QG. Et on y voit un drapeau derrière, peut-être le drapeau des résistants de Zone, de la vision de Zone qu'avaient Vander et Silco. Leur rêve, c'était de déclarer l'indépendance de Zone, on rappelle, en faire une vraie ville à part entière qui ne dépendrait pas de Piltover. Il y a plein de petits détails intéressants dans cette scène. Il y a les gants de mineurs de Vander là. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça marche, comment tu peux frapper dans un mur pour miner. C'est pas très efficace, je trouve, comparé à une pioche par exemple. On voit leurs vestes aussi et des casques de mineurs. On comprend que c'est de là que vient le casque de Isha. Jinx sent l'odeur de la veste de Vander pour avoir un petit souvenir. C'est mignon. Il y a le verre dans lequel buvait Vander aussi dans la scène au bar qu'on voit plus tard. Il est posé sur la lettre qu'il a laissée à Silco. C'est Jinx qui va lire la lettre. C'est une lettre d'excuse de Vander à Silco. Pour rappel, on a peu d'infos sur ce qui s'est exactement passé, mais Vander semblait s'être battu avec Silco pour l'arrêter parce qu'il devenait trop extrême à ses yeux dans sa lutte. Et donc Vander s'excuse de lui avoir fait du mal. Jinx dit que si Silco avait reçu cette lettre, les choses auraient sans doute été différentes. Et à ce moment-là, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est que Vi commence à rapprocher sa main de l'épaule de Jinx pour la rassurer, mais elle s'abstient au dernier moment comme si elles n'étaient pas encore assez réconciliées. Pendant tout ce temps, on voit le Vander transformé courir en suivant la piste du sang d'Isha, et s'ensuit le combat entre Vi et Vander, justement, qui termine sur Vi qui crie le nom de Vander et qui nous envoie dans un flashback une vingtaine d'années plus tôt. Et la scène est trop belle, bordel. Et Silco, il est totalement pétable aussi, mais ça c'est autre chose. Ce petit groupe de potes là, avec des rêves plein les yeux, la façon dont Vander et Silco, ils sont hyper attentionnés avec Felicia, genre dès le moment où elle annonce qu'elle est enceinte et qu'elle commence à partager ses peurs, les deux, ils la quittent plus des yeux, ils sont hyper à l'écoute, ils sont trop beaux. Il y a Vander qui tout de suite remplace son verre par un jus d'orange, d'ailleurs évidemment Jinx qui boira le même jus d'orange plus tard, dans le même verre avec la même paille, trop mimes. Il y a aussi Silco qui lâche le carnet sur lequel il est en train d'écrire ce qui représente littéralement son rêve pour venir se rapprocher de son ami. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui se sont demandé si c'était pas genre un groupe de potes et que Felicia elle avait eu une histoire à travers les années avec les deux, et que Vi était la fille de Vander et Jinx celle de Silco parce que ça fait une symbolique. Mais non, c'est vraiment des potes. Le père de Vi et Jinx, il s'appelle Connell et ils l'évoquent dans la scène. On voit aussi son nom sur la tombe. Mais juste, c'est un groupe de potes hyper soudés et les deux ont chacun pris soin d'une des filles de leur ami après son décès. C'est vraiment trop beau et trop triste la façon dont tout a tourné, et je vous jure qu'écrire cette vidéo et devoir m'arrêter aussi longtemps sur chaque scène déchirante, ça me plombe le moral vraiment premier degré. Il y a plein d'autres trucs à dire en plus, le fait que Felicia a vraiment des traits très similaires avec ses deux filles, mais surtout avec Jinx, genre le nez, la coupe de cheveux, et même dans la VO je trouve qu'elle a même des mêmes intonations de voix qui me rappellent énormément de Jinx. Mais ouais, sans déconner, rematez la scène, et à partir du moment où elle annonce être enceinte, regardez le regard de Silco tout du long. Il a plein de micro-expressions, de micro-regards, et je vous jure il est plus humain que certains vrais humains en fait. Et moi je joue à LoL depuis 15 ans, je suis à fond dans l'univers depuis 10 ans peut-être, et juste de voir toute cette histoire d'Arcane être adaptée, des fois juste ça me fait monter les larmes juste de voir ce truc là. Mais l'histoire qui me touche le plus, c'est vraiment sans doute pas du tout les champions, c'est ces trois potes là en fait. Et ce bout de flashback là, il avait déjà commencé à me faire chialer, mais la scène qui se termine sur Vander qui dit « J'ai toujours aimé le nom Violet » et qui s'enchaîne sur le câlin entre les deux, puis Vi en pleurs qui dit à Jinx de les rejoindre, absolute cinéma en fait, j'ai rien pu faire, ils m'ont eu. Pitié que quelqu'un me kidnappe et me foute dans une machine qui m'injecte des tubes dans le cerveau et qui m'envoie des histoires de Fortige dans l'univers de LoL en boucle, en continu. Merci pour la tempête émotionnelle. C'est pas pour rien que le générique de la saison 2 il est bourré de refs à des grandes pièces de théâtre, hein. C'est totalement dramatique tout ce qui se passe. Mais bon, pas le temps de chialer encore une fois, on a la scène finale de l'épisode. Elle est très complexe et faut l'analyser. On y voit Salo qui est guéri et qui enlève des parties du cœur de Lexgate pour les ramener à Victor, sans doute parce que les gemmes Hextech c'est l'énergie dont se sert Victor pour ses pouvoirs et pour soigner les gens. Mais le fait de retirer ces deux silos font réapparaître Jace qui était coincé depuis tout ce temps dans une sorte de dimension de l'arcane. Rappel, il y a eu entre 3 et 6 mois entre l'acte 1 et l'acte 2, et c'est pour ça que Jace a des cheveux longs et une barbe, il était en mode survie dans le truc. Et je me dis que si ses cheveux ont poussé, c'est que son métabolisme était en fonctionnement, donc il a dû avoir besoin de se nourrir aussi. Et j'espère que dans l'acte 3, on va voir soit un flashback de Jace sur ça, soit Heimerdinger et Echo qui sont toujours coincés, et qu'on va voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que normalement, c'est pas la dimension toute blanche, là, il doit y avoir des trucs, c'est la dimension blanche, c'est une sorte de point de passage. Parce que quand Salo est dans le truc, ça devient tout blanc, il y a pas encore Jace, puis Jace se fait téléporter dans le truc. Donc je sais pas, c'est bizarre. Un autre truc qui me fait me dire ça, c'est aussi que Jace a l'air de s'être fait mal dans cette dimension, puisqu'il a dû se servir d'une partie de son marteau pour se faire une attelle à la jambe. Donc ce serait bizarre qu'il se soit fait mal tout seul dans une dimension toute blanche. Et son marteau aussi, il a été transformé d'ailleurs. Il ressemble pas mal à un papillon.
Donc tout ça c'est rien que ce que l'aspect visuel de Jace nous donne, mais la scène en elle-même aussi elle est hyper mystérieuse sur plein de points, il y a beaucoup à dire. Cette scène de merde là elle a rajouté plus de 10 minutes à la vidéo je pense. Jace il a un peu des glitches chelous quand il s'énerve, il y a le fait que Victor réponde jamais aux questions de Jace et il enchaîne sur d'autres sujets. Victor il évoque le fait que Jace aurait touché l'arcane et qu'il en a été changé, donc je pense vraiment que cette boule là qu'on voit c'est une manifestation de l'arcane. Plus tard Victor il la voit à travers Jace et c'est là qu'il la qualifie de parfait chaos. Et Jace il a clairement vu quelque chose là-dedans. Quand il a vu Salo au départ, il a vu cette aberration là pendant quelques frames. J'ai une théorie assez précise sur tout ce que cela signifie, voire deux même, et sur aussi pourquoi Jace tue Salo de sang-froid et ensuite il s'empresse d'aller stopper Victor, mais je vais en parler à la fin de la vidéo, parce que c'est vraiment le point le plus what the fuck de tout l'acte, et qu'il faut bien décortiquer et bien expliquer si on veut un peu comprendre ce qui se passe. Et donc Jace, à la fin de la scène, il tue Salo pour qu'il ne ramène pas plus d'extec à Victor, mais on voit que ça faisait un moment déjà qu'il se retient de faire ça dans la scène, parce que dès qu'il a entendu Victor parler à travers Salo, il a été surpris, mais on voit que son premier réflexe a été d'empoigner son marteau. Bref, donc Jace écrabouille Salo et fin de l'épisode. L'épisode final de l'acte 2 s'ouvre ensuite sur justement le cadavre de Salo qui a les yeux injectés de sang, mais ça prend une couleur violette avec des patterns qui encore une fois rappellent le néant. Désolé, je matraque le néant partout, mais c'est ma théorie principale depuis des années. C'est la plus grande menace de Runeterra dans le lore et il y a plein d'événements qui en découlent, donc ça m'étonnerait pas qu'ils commencent à mettre ça en place, même si ce sera jamais mentionné dans la série. Donc après ça, on voit Victor et Sky dans l'espace, dans ce qui semble être l'endroit qui lui permettrait d'entrer en communion avec Salo, et ça me fait penser un petit peu aux manifestations. Et donc là, putain, ça part en couille et je dois vous expliquer ce que c'est les manifestations, encore un truc que j'avais pas prévu. Donc dans l'univers du jeu, il y a des êtres célestes, des sortes de dieux dans un monde parallèle spatial, et c'est eux qui ont créé ce qui compose la galaxie, les systèmes solaires, les planètes, etc. Par exemple, Runeterra, la planète sur laquelle se déroule Arcane, son système solaire et même sans doute la galaxie dans laquelle il se trouve, ont été créés par un dragon cosmique qui s'appelle Aurelion Sol. Donc déjà, vous pouvez remercier ce dragon pour la série Arcane. Non, je déconne, remercier Fortige bien sûr. Et donc à Runeterra, il y a une montagne qui s'appelle le mont Targon et qui est connectée à ce monde céleste. À la base, c'était d'ailleurs pas une montagne, mais c'est l'endroit le plus connecté à la magie de la Terre, et donc la magie a tiré la Terre vers l'espace, ce qui donne cette sorte de montagne en forme de grand pic, et une tradition pour certaines personnes sur Runeterra, c'est d'aller escalader cette montagne pour arriver à son sommet. C'est extrêmement dur, et beaucoup de gens meurent en faisant ça, mais quand quelqu'un arrive à l'escalader, la plupart du temps, il se passe rien du tout. Mais quelques rares fois, les êtres célestes choisissent des mortels avec qui ils vont fusionner pour devenir des représentants sur Terre, et ça va leur donner des pouvoirs puissants. Et c'est ces êtres-là qu'on appelle des manifestations, c'est le mélange d'un dieu céleste et d'un humain, sachant que l'être céleste dans l'humain est pas entièrement dedans, il est quand même en partie dans l'espace, et le fait que l'humain meurt en général ça tue pas le dieu, voilà, sauf dans Dorarka. Putain, c'est compliqué à expliquer. Et donc on ignore dans quel but les êtres célestes font ça, ils ont sans doute des grands plans cosmiques, voilà, trop grands pour les humains, mais ça donne des personnages comme Léona et Diana, les manifestations du soleil et de la lune, Panthéon, manifestation de la guerre, et j'en passe. Il y a un personnage aussi, Zoé, qui est une manifestation et qui n'a pas eu à escalader le mont Targon. Du coup, je me demande si Victor et ses pouvoirs ce serait pas le fruit d'une manifestation. Peut-être la manifestation du changement, de l'évolution, de cette glorieuse évolution qu'il mentionnera plus tard. Ça explique pourquoi il a eu un tel changement dans son comportement après être réveillé du cocon. Parce que quand un humain devient une manifestation, il garde un petit peu de sa personnalité, mais son esprit fusionne aussi avec cette entité cosmique. Voilà, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Je suis parti un peu loin pour vous expliquer un concept bien flou de l'univers du jeu, mais vu que c'est la seule esthétique du lore qui colle un petit peu à l'espace et à tout ce qu'on voit là, je me devais de l'expliquer, juste au cas où ça deviendrait important plus tard dans une autre série ou voilà, je ne sais pas. C'est complexe, cet acte 2, il est complexe. Et je pense vraiment qu'Arcane est en train de set-up des trucs pour l'univers, parce qu'on sait que Riot il bosse sur un grand MMO et tout, et sans doute vraiment Arcane est en train de poser plein de petites bases qui serviront plus tard pour d'autres séries, pour le grand public, pour vraiment introduire le lore giga complexe qui jusqu'à maintenant était des tonnes de pages écrites sur un site internet, et qu'il va falloir vulgariser un petit peu mieux que ça dans d'autres médias pour le grand public. Bref, pardon pour cet interlude à nouveau, j'ai l'impression de m'excuser de devoir tout expliquer, mais c'est la faute d'Arcane aussi, ils avaient le cap à faire autant de trucs compliqués. Donc Victor évoque cette boule bizarre et dit que c'est un parfait magnifique chaos, là, tout le truc. L'arcane, c'est ce truc-là, c'est littéralement la complexité de l'univers. C'est là où la vie de chacun est écrite, mais qu'en même temps, c'est un peu un bordel. C'est là-dedans que les destinées de tout le monde se mélangent. C'est les planètes, c'est tout. Voilà, c'est un tout. Ça représente le chaos, littéralement. Je sais pas comment expliquer mieux que ça ce concept. Mylène Farmer l'avait fait mieux que moi. Tout est chaos, voilà. C'est très simple. Et je l'ai pas mentionné aussi, mais un tout petit peu plus tôt, le tout début de l'épisode, on voit cet engrenage qui tombe et qui se balade un petit peu, qui tourne en rond, et la scène on la revoit à la toute fin de l'épisode, mais on la revoit aussi un petit peu avant la fin, on la voit 3 fois en tout, et à chaque fois
l'engrenage se balade de manière un peu différente. J'ai pas toute l'explication de ce truc là. L'engrenage en question par contre c'est l'engrenage pendant que Victor et Jace faisaient les toutes premières expériences sur l'Hextech et qui s'envolent justement là, et l'engrenage il touche la magie Hextech pour la première fois. C'est Victor qui a gardé ce souvenir là de son travail avec Jace. Bon, après toute cette foutue magie que je me casse le cul à essayer d'expliquer, on retrouve la scène où Ambessa entraîne Caitlyn au combat et elle lui explique les 3 principes de la force selon Noxus dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, donc la vision, la force et la ruse. Et quand elle évoque la ruse, on voit Rictus prononcer des incantations en faisant chauffer ces artefacts magiques là, sans doute parce qu'il faut qu'il les recharge après s'en être servi pour contrer la rose noire, et donc les recharger ça lui sera utile pour annuler la magie des tirs de Jinx à la fin de l'épisode. Des petits détails très sympas. Rien à voir, mais Kate arrive à faire une petite entaille sur la joue d'Ambessa, ce qui est plutôt stylé au vu du palmarès de la chef de guerre. Et il y a Ambessa qui mentionne un 4e principe, le sacrifice. Et moi je pensais qu'Ambessa ça allait être le 3e principe, donc la ruse, qu'on connaît pas. Mais là vas-y, elle nous sort un 4e principe et j'ai la flemme de théoriser comme quoi il y a un 4e dirigeant secret de Noxus. Nick, c'est bon les théories là. J'en ai marre. Ensuite, Singed arrive et dit avoir localisé Vander, transition toute faite qui nous montre du coup l'arrivée des sœurs et de Vander chez Victor pour tenter de le soigner. Il y a Huck qui leur demande de laisser leurs armes à l'entrée, il y a Vi qui quitte ses gants, et Jinx, elle prend soin de retirer la gemme Hextech de son flingue avant d'entrer. Chose que remarque Isha, et qui va ensuite récupérer les 2 gemmes des gants de Vi, et on la voit mettre ses gemmes dans la poche de sa ceinture au tout début du plan où elle rentre dans le village, et c'est exactement la même animation que quand Powder met les gemmes dans sa sacoche, et dans l'épisode 1 d'Arcane. C'est un des excessivement nombreux plans parallèles entre Powder et Isha. Je les ai pas tous évoqués dans cette vidéo et dans la précédente parce que vas-y sinon les vidéos feraient 3000 heures si je parlais de tout. Mais voilà. Il y a un plan aussi que je trouve très cool, c'est quand Vander s'énerve en entendant le bruit de quelqu'un qui plonge un truc de forgé dans de l'eau, et quand il reprend ses esprits, il y a Vi qui va pour lui remettre le drap dessus, mais Huck il prend la main de Vi pour lui faire comprendre que c'est pas nécessaire, qu'ils sont dans un endroit sans jugement. Mais c'est aussi d'autant plus impactant que peu de temps avant tout ça, Huck était lui aussi une sorte d'aberration transformé au Shimmer, et que lui aussi il portait un drap sur lui pour cacher son corps. Donc voilà, c'est assez stylé. Puis ensuite on voit Victor pour la première fois de l'acte, si on compte pas la forme astrale, et j'adore son design, il est archi stylé. Et donc Victor essaye de soigner Vander, mais il y arrive pas aux premiers abords, il a besoin de temps, et là il y a cette fameuse scène de discussion où Jinx fait tomber l'engrenage dans la fontaine, où Victor ramasse l'engrenage et lui dit « Tu pourrais utiliser tes dons pour bâtir au lieu de détruire ». Et je vous raconte pas comme j'ai cassé mon crâne à ce moment-là. Création, destruction, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo sur l'acte 1, et à ce moment-là en plus l'engrenage il le regarde des 2 côtés comme les 2 faces d'une même pièce, et plus tard donc il emploiera littéralement la phrase 2 faces d'une même pièce, et c'est là où moi devant l'épisode j'ai juste la sensation de ouf que procure le fait d'avoir raison sur un truc aussi précisément, c'est vraiment mieux que tout, je suis trop content. Et donc il y a tout un clip qui suit où Victor, cette force de création, essaye donc de soigner Vander, mais il y a une sorte de force destructrice en lui qui l'en empêche. La séquence finit sur une magnifique animation entièrement réalisée à la peinture à l'eau sur la musique Remember Me, et c'est trop beau, et ça m'a encore fait chier à nouveau. Et on apprend par le clip que les 2 parents de Vi et de Jinx étaient eux aussi donc des mineurs, et qu'ils utilisaient les mêmes gants que Vander, donc c'était vraiment un truc de famille. Et ensuite Ambessa, Singed, Caitlyn et leur régiment arrivent devant chez Victor. Petit détail que j'aime bien, la machine qu'a créé Singed pour traquer Vander, c'est un mélange de shimmer et de sang qui est directement transfusé dedans. Il est un peu flippant Singed quand même. Et la scène où Singed du coup vient discuter avec Victor, elle est extrêmement importante. Elle s'ouvre donc sur Singed qui dit à Victor que son pouvoir s'amenuise et que chaque utilisation l'affaiblit, qu'il en a plus pour longtemps. Et quand il lui touche la main, on voit un souvenir de Singed où il lit une histoire à Oriana, et l'histoire me fait un petit peu penser à celle de Viego dans le lore, la musique en fond aussi, mais je suis pas certain de la ref. Puis Victor dit que la connaissance est un paradoxe et que plus t'en sais, plus tu réalises à quel point tu ne sais rien, et c'est exactement ce sentiment que j'ai quand je comprends un élément de l'intrigue et que je commence à théoriser sur plein de possibilités, sans avoir la réponse finale. Au secours. Singed explique que les propriétés régénératrices du sang de Vander permettraient de sauver Victor, et je l'ai pas mentionné mais quand Vi à un moment se bat contre Vander, justement quand elle lui met un coup de poing dans la mâchoire, sa mâchoire se reconstitue juste après. Donc en effet ouais, il a des plutôt grosses capacités de régénération. Et Singed dit à Victor que si il fusionnait avec le sang de Vander, ça ferait la combinaison de la forme parfaite du Shimmer mélangée à la forme parfaite de l'Hextech. Et encore une fois, c'est 2 forces qui s'opposent habituellement, créatrice et destructrice. Mais Victor, vu que c'est un peu cette force de compassion, il refuse parce qu'il veut sauver Vander. Il veut pas utiliser la vie de Vander pour juste prolonger la sienne. Et donc
donc Singed nous a dit un petit foreshadowing, à savoir que si Victor meurt, sa communauté va suivre. Il y a aussi le moment où Victor parle de la glorieuse évolution, un terme auquel il fait référence dans le jeu, le fait de remplacer la nature par des machines, de surpasser la création. Et après on a toute la partie où Vi suit Singed, tombe sur Caitlyn qui la plaque au sol. Au passage, Caitlyn elle a quand même suivi un entraînement de combat rigoureux avec une des plus grandes guerrières noxiennes, tout ça pour juste tabasser sa meuf à nouveau. Bah bravo. Kate comprend que la bête qu'ils viennent chercher est en fait le père de Vi, et les deux mettent un plan en place pour sauver Vander. C'est le seul point de l'acte un petit peu mal écrit si vous voulez mon avis. Je trouve que Kate elle retourne sa veste quand même vachement vite contre Ambessa, après de pas avoir vu Vi pendant plus de 3 ou 6 mois en plus. Le seul setup qui nous amène un petit peu à ça, c'est donc Maddie qui dit à Kate que c'est ok de lever la loi martiale et rétablir le conseil. Et je trouve quand même que ça va un peu vite. Et j'ai l'impression que le fait que la saison soit cantonnée à 9 épisodes, c'est un peu dommage. En vrai, elle aurait peut-être bénéficié d'1 ou 2 épisodes de plus pour mieux développer tout ça. Puis on a un plan sur Jace, et j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais ouais, la pierre que Jace portait en bracelet semble avoir fusionné avec sa peau, et c'est peut-être ça aussi qui le pousse à agir ainsi. La pierre a une petite impulsion avant qu'il s'avance dans le camp, mais je vous donne ma théorie exacte encore une fois à la fin de la vidéo. Puis les deux plans se mettent en marche, les Noxiens utilisent d'abord une jarre de sang de Singed pour réveiller Warwick, ensuite là on a encore un petit parallèle avec Powder, puis il y a Vi qui capture Ambessa, avec le filet de Caitlyn, et il y a Jace qui arrive dans le village, et il commence à avoir des maux de tête et à voir les habitants modifiés par Victor comme des sortes d'aberrations pendant quelques frames à chaque fois, comme ce qu'il avait vu pour Salo. Et donc ça lui nique tellement le cerveau qu'il devient fou et commence à s'apprêter à tuer un gamin, mais il s'arrête soudainement. Après ça, il y a une petite scène de combat, encore une fois hyper bien chorégraphiée avec Jinx et Rictus, puis il y a Vander qui se réveille pour protéger Jinx. Après Jace vient, il tue Victor, et on voit que le village forme une sorte de spirale de Fibonacci, un pattern parfait, qui existe sous plein de formes dans la nature, que ce soit dans des petites coquilles de mollusques ou dans des galaxies entières. Je pense que Victor représentait une énergie de création parfaite du coup. Et la mort de Victor fait que, comme l'avait prédit Singed, à la manière d'une conscience collective, toute la secte tombe au sol. Comme si tout le bien qu'il avait fait était directement lié à lui, et à la seconde où il disparaît, tout ce qu'il a créé aussi. Et Vander forcément fait pas exception, le côté humain de Warwick, donc Vander, est en train de mourir, et on voit qu'il commence à perdre toute humanité, à devenir complètement enragé, et il s'abandonne à cet aspect destructeur qui prend forme avec de la lave qui lui coule des yeux. C'est aussi une esthétique qui est présente dans la vieille cinématique de Warwick, mais que pour le coup on voit pas du tout dans le gameplay du jeu, donc c'est cool que Fortiche ait quand même juste fait une petite esthétique, une petite référence pour montrer ça. Ça montre que Vander il est vraiment à l'agonie et que la force destructrice du Shimmer en lui le transforme. Mais presque de façon magique parce qu'il y a carrément de la lave qui lui coule des yeux et de partout du corps. Et son premier réflexe à ce moment-là, c'est d'essayer de canaliser cette rage sur celui qui a menacé sa fille, Rictus. Donc il lui saute dessus et il le déchiquette un petit peu comme son ultime dans le jeu. Et à ce moment-là, en première loge, il y a Ambessa qui voit son bras droit, Rictus, se faire déchiqueter. Et en même temps, elle voit Caitlyn qui l'a trahi parce qu'elle est à côté de Vi. Et là, il y a tout un truc de, encore une fois, de micro-expression sur son visage où elle processe tout d'un coup, plein d'émotions qui passent par elle en une microseconde, et elle s'énerve et elle crie et elle lance l'attaque des Noxiens sur le camp. Ça, c'est magnifique aussi. Et donc, par-dessus tout cet excès de destruction et de haine, on entend le fameux speech de Victor qui dit que c'est deux faces d'une même pièce, toute la scène où Isha va sauver Jinx en mettant 3 gemmes Hextech dans le zapper de Jinx. Une scène magistrale encore. La musique aussi, le sacrifice d'Isha, il est déchirant, et on voit Vi qui retient Jinx pour pas qu'elle s'approche de l'explosion. Donc encore un petit peu de ce truc de réconciliation des deux sœurs. Vi qui littéralement sauve la vie de Jinx. On va pas épiloguer dessus parce que vous avez suffisamment chialé, et moi aussi, et maintenant on va passer aux théories et aux spéculations pour l'acte final. Déjà, parlons de Isha, vu qu'on vient de finir sur elle. Je suis désolé, mais je pense qu'elle va rester morte. Je sais que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que Echo va sans doute arriver à un moment crucial pour sauver un personnage en remontant le temps. Et ici, à mon avis, c'est pas trop possible pour plusieurs raisons. Déjà, Echo est clairement pas à proximité, j'ai l'impression, et il peut remonter le temps que de 4 secondes. Donc même en remontant le temps de 4 secondes ici, à mon avis, Isha aurait déjà mis les gemmes dans le gun, et l'explosion, c'est qu'une question de temps. Ensuite, absolument tous les actes d'Arcane depuis le tout début sont séparés par des ellipses. La seule fois où c'est pas séparé par une ellipse, c'est entre la saison 1 et la saison 2 où on voit la suite directe de l'explosion. Mais voilà, en général, entre les actes, il y a du temps qui passe. Donc ça m'étonnerait que le dernier acte fasse exception. Et puis scénaristiquement parlant, ça aurait peu d'intérêt, je trouve. Tout ça c'est fait pour vraiment impacter, faire évoluer encore le personnage de Jinx. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez des arguments qui vont dans l'autre sens et que vous voulez y croire jusqu'au bout, je comprends, on a tous le droit de vivre dans le déni. Alors vous pouvez vous dire que pendant l'explosion, il y a une sorte de frame qui se fige pendant plusieurs secondes à la toute fin, ça pourrait symboliser le petit arrêt du temps avant le retour en arrière par Echo. Vous pouvez aussi vous dire que j'ai déjà prédit que Mel allait mourir par le passé pour une avancée scénaristique, et justement non, donc bon, je serai pas mon premier fail là-dessus. Et puis je dois bien avouer qu'il y a un moment dans le trailer de l'acte 3 où t'as Echo qui utilise son pouvoir, et derrière lui il y a une sorte de fond en fumée qui est à peu près de la même couleur que ce moment-là avec Isha. Mais encore une fois, j'ai pas trop envie d'y croire parce que je trouve que ce serait pas hyper bien scénaristiquement. Mais ça se trouve ils vont me surprendre, hein.
Bref, maintenant passons à mes plus grosses théories. On va expliquer Jace. Beaucoup de gens ont pas trop compris pourquoi Jace est devenu si meurtrier et impulsif à l'idée d'aller arrêter Victor. J'ai 2 théories là-dessus. Une qui est plus plausible à mes yeux et une qui est vraiment un scénario très précis qui me plaît un peu moins scénaristiquement parlant mais qui à mon avis a peu de chances d'arriver. On va donc commencer par le truc le plus plausible. Cette boule qui se manifeste devant Jace et ce que Victor du coup appelle un parfait chaos, c'est littéralement la fabrique de l'univers, du destin. C'est donc cette boule, l'arcane, et ça représente donc la création, la destruction, tout. Ça je me répète, j'ai déjà dit. Maintenant, Victor, à travers sa transformation, c'est devenu une sorte d'avatar de la magie Hextech, et donc de la création. C'est vraiment la forme ultime de l'Hextech, comme l'appelle Singed. Et du coup, c'est une sorte d'aberration positive, qui crée des miracles qui devraient pas avoir lieu d'être. Jace, qui lui a touché l'arcane, il est un peu possédé par l'arcane et il cherche à rétablir l'équilibre. Et c'est pour ça qu'il voit des trucs horribles au lieu des gens sauvés par Victor. Et donc l'arcane chercherait peut-être à travers Jace à rétablir l'équilibre et à détruire toutes ces aberrations positives que Victor a créées. Pour ça qu'il pète un plomb dans le village et qu'il se met à viser le gamin avec son arme. Et à ce moment-là, quand même, il reprend ses esprits parce que Jace a déjà tué un gamin et ça l'a traumatisé. Donc là, il a un petit moment où il reprend le contrôle. Mais ensuite, il se retrouve devant Victor et il s'apprête à tirer. Cette fois, il va le faire pour de bon. Sauf que pendant tout le chargement du tir, il y a le vrai Jace à l'intérieur qui hurle parce qu'il veut pas tuer Victor. On le voit, il y a vraiment plusieurs frames où il a plusieurs visages qui se détachent et qui hurlent. Et le vrai Jace qui est à l'intérieur, il a pas envie de faire ça. Mais c'est l'arcane qui est en lui qui le possède et qui le force à faire ça. Victor est un peu vu comme une sorte de virus par l'arcane et elle aurait transformé Jace en une sorte d'anticorps. Ça, pour moi, c'est l'explication la plus plausible. C'est sans doute à peu près ça. Maintenant, moi, j'ai une seconde théorie qui peut aussi concorder un petit peu avec ce que je viens de dire, mais qui reste vraiment une théorie où je décris des éléments très précis de trucs qui vont se passer dans la suite. Et donc, le problème quand tu dis un truc très précis, c'est qu'il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait pas mal de points où ce soit pas bon. Mais scénaristiquement, j'aime bien l'idée, alors je vous la donne. Ah oui, pour ça, spoiler, on va parler des teasers de l'acte 3 à partir de maintenant. Voilà. Donc bon, imaginez que dans cette dimension, dans l'arcane, Jace a vu une vision du futur, du destin de Victor, où il est devenu un truc horrible et destructeur. Du coup, il sort de l'arcane et là, le premier truc qu'il voit, c'est Salo qui est capable de marcher et qui peut aussi rentrer en télépathie avec Victor. Et là, Jace se dit, ok, c'est déjà la merde, c'est déjà en cours, là, il est en train de faire des trucs de fou, Victor, il faut que j'intervienne. Et donc, il va tuer Victor en pensant avoir empêché la vision du futur qu'il a eu de se produire. Sauf qu'on voit dans le trailer de l'acte 3 que forcément, Singed va récupérer le corps de Victor et de Vander pour en faire ce qu'il voulait, fusionner les deux et créer la version de Victor que Jace a vue dans sa vision. Donc en gros, l'acte de Jace pour empêcher ça aurait au final créé ce qu'il redoutait. Encore une fois, la première théorie est un peu plus probable, mais j'aime bien cette tournure scénaristique. C'est un trope un peu classique dans les trucs de vision du futur, en fait, que tu cherches à empêcher mais qui se produisent quand même. Ça existe depuis la nuit des temps, mais je trouve ça un peu cool. Je base un peu sur tout ça sur le fait que dans LoL, chaque champion a un petit titre qui l'accompagne, et Jace, son titre, c'est le protecteur du futur. Donc cet aspect un petit peu de vision d'un mauvais futur qu'il cherche à éviter, ça collerait un petit peu. Mais ça se base pas sur énormément de concret, on va dire. Par contre, le fait que Victor va se faire modifier par Singed, ça c'est quasiment sûr de ce qu'on a vu dans le teaser de l'acte 3. Et donc je pense que quand il va faire ça et que donc Singed va modifier Victor pour en faire une nouvelle version encore de Victor, ça va aussi modifier le corps de tous ceux qui étaient connectés à lui et qu'il a sauvés, et peut-être qu'à ce moment-là ça va les transformer en les aberrations dégueulasses que Jace a vues. Voilà, c'est à peu près tout pour mes grosses théories. Je vous en ai donné plein d'autres au cours de la vidéo pendant le décryptage des épisodes. Maintenant on peut analyser un petit peu le teaser de l'acte 3 et faire quelques petites spéculations. Donc on y voit des soldats noxiens boostés au Shimmer attaquer des pacifieurs. Donc je pense que Caitlyn va évidemment rétablir un petit peu le conseil suite à la fin de l'acte 2 parce que Ambessa l'a trahi de toute façon, donc voilà. Et Ambessa va pas le prendre très bien, elle va attaquer Piltover avec son régiment, et donc Singed bosse toujours avec elle, donc il a boosté les soldats au Shimmer. On voit aussi Vi, Kate, Jace et Mel dans la salle des conseillers, donc soit Mel a réussi à s'échapper, soit c'est un clone de la Rose Noire. En revanche, si c'est vraiment la vraie Mel qu'on voit ici, elle va forcément prévenir les gens qu'il y a une organisation chelou, la Rose Noire, qui fait des trucs avec des clones. Et c'est pas impossible qu'on ait ce petit truc scénaristique qui revient souvent dans les scénarios où il y a des clones, à savoir il se donne un signe distinctif. Genre une phrase à se dire, un signe de la main à faire, un vêtement, quelque chose. Par exemple, Echo sur la frame, on le voit dans les trailers, il a des sortes de petites marques multicolores qui rappellent un peu ce que les peintures de guerre de Isha, que Jinx a aussi d'ailleurs. Donc peut-être qu'ils vont tous se donner un signe distinctif pour tromper les clones. Jace semble être en train d'expliquer ce qu'est l'arcane aux autres, et donc on va sans doute avoir quelques petites révélations à ce niveau-là, et dit qu'une tempête se prépare. Donc dire qu'une tempête se prépare, c'est que t'as eu une sorte de vision encore une fois du futur, je sais pas. Et à ce moment-là, ça transitionne sur Singed qui prélève du sang à Vander pour l'injecter à Victor qui est dans une sorte de cocon, encore une fois, et donc Victor devrait sans doute devenir la menace de cet acte final, sans doute avec Ambessa. Et peut-être que Victor va aussi sauver la fille de Singed d'une manière ou d'une autre, et potentiellement ça va pas vraiment la sauver, ça va faire un truc horrible, on sait pas. Peut-être que c'est Victor en vrai qui va devenir capable d'injecter du Shimmer à volonté aux Noxiens, genre un petit peu à la manière dont il soignait les gens dans l'acte 2, là il va inverser le truc, il va pouvoir les transformer en trucs horribles, je sais pas. Ensuite on voit Caitlyn et Ambessa se battre,
4 et Ambessa, elle a le Rookern anti-magie là sur le bras, le truc qu'avait Rictus sur son arme avant de mourir. Le teaser nous montre aussi Caitlyn assez mal en point à ce moment-là dans le combat, mais je pense que si un des deux persos a une chance de mourir, c'est peut-être plutôt Ambessa. Et derrière cette frame où il y a Ambessa, on voit que Jinx a transformé sa base en dirigeable, sans doute pour venir se venger d'Ambessa, de Noxus et de ceux qui ont tué Isha. Peut-être que c'est Jinx qui va la tuer du coup, Ambessa, en sauvant la vie de Caitlyn peut-être, ça ferait un twist intéressant, je sais pas. Puis on voit des éclats de verre avec le visage de Jinx qui se fige et les éclats remontent le temps, donc peut-être que Echo va faire son truc pour sauver Jinx à un moment. C'est un peu ce que je disais dans l'acte 1. La théorie de beaucoup de gens, c'est que là Jinx elle a perdu Isha, elle a perdu Vander pour de bon alors qu'elle venait de le retrouver. Elle va pas encaisser, elle va vouloir en finir, donc elle va aller dans le last drop, dans le bar de Vander, foutre le feu, tout cramer et rester à l'intérieur. Et potentiellement elle va donc se faire exploser avec une grenade, où il y a une poutre qui va lui tomber dessus, et donc vu que les bouts de verre remontent le temps, donc c'est à ce moment-là que Echo va venir la sauver et l'empêcher de mettre fin à ses jours. En vrai l'idée me plaît, on verra. Juste là sur la frame par contre j'ai remarqué un petit truc sympa, c'est que les éclats de verre autour de Jinx forment une sorte de gueule de loup, donc un peu comme ce que Vander était devenu, et puis il y a des flammes, donc ça rappelle vraiment la fin de Vander, pour montrer qu'après avoir vécu ça, Jinx elle a plus envie de continuer. Il y a aussi un truc où on peut voir Heimer avec cette frame terrifiante dans le cœur de Lexgate, j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver à lui parce qu'on a vraiment aucun indice. On voit aussi Echo avec sa marque sur le visage un petit peu effacée, et plus tard on le voit sans aucune trace du coup sur le visage, et il est habillé avec des vêtements de Piltover, il est en train de tirer sur une manivelle de ce qui semble être sa machine à remonter le temps. Encore après on a un autre bout où Echo il a retrouvé son tatouage et il a des cheveux longs attachés, et Vi, elle aussi, elle a des cheveux encore plus longs que dans l'acte 2, ce qui indique pour le coup donc une ellipse comme je le disais. Et je pense qu'il va y avoir une sorte de gala, de fête ou quelque chose genre à Piltover qui va justifier un petit peu les vêtements d'Echo, genre soit la fête du progrès comme dans la saison 1, soit le fait que Caitlyn rétablisse le conseil. Et il va y avoir soit ce truc avec Ambessa qui attaque, soit la Rose Noire qui s'infiltre, soit les deux et le groupe des jeunes, donc Jace, Vi, Kate, Mel, Jinx et Echo. C'est un petit peu les futurs des deux villes personnifiées. Ils vont s'allier pour mettre au point un plan et sauver tout ça. On n'a toujours pas vu cette frame de la Rose Noire aussi là, donc j'ai un petit peu hâte de voir ce que c'est. Mais le truc c'est que tous ces plans ont globalement l'air de se passer à peu près au même endroit, et ça me fait me dire qu'on voit vraiment qu'une infime partie de ce qui va se passer dans l'acte 3. Ce qui est certain c'est qu'on va avoir beaucoup de surprises dans ce dernier acte, j'espère que le final décevra pas trop les fans de la série qui connaissent pas LoL, parce qu'il y a vraiment beaucoup de portes ouvertes, et à mon avis c'est impossible qu'ils referment absolument tout ce qu'ils ont ouvert. Donc à mon avis une bonne partie sont des setups pour des prochaines séries ou autres œuvres qui suivra d'autres personnages et d'autres régions. On verra bien. En tant que fan du lore de LoL depuis plus de 10 ans, c'est trop bien et je théorise dans tous les sens pour essayer de reconstituer tout ce puzzle. J'espère juste que ça sera au moins presque aussi bien pour ceux qui sont pas autant investis que moi. Bref, en attendant, vous pouvez vous balader dans l'onglet playlist de ma chaîne pour vous injecter l'univers de LoL dans les veines, comme ça vous serez peut-être aussi zinzin que moi sur Arcane. On se retrouve après l'acte 3, j'ai hâte de voir ce que j'aurai de juste et de faux, et en attendant je vous dis à plus, et je flash out.